Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sue Botello et je suis associée au sein de l'équipe de la pratique professionnelle de l'Ordre. Je suis également travailleuse sociale inscrite. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette table ronde intitulée Servir les personnes âgées avec compétence et compassion. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les membres de notre panel. À ma droite se trouve Joy Friesen, travailleuse sociale inscrite et directrice des programmes communautaires à Hospice Niagara. Elle défend avec conviction le consentement, l'autonomie, la prestation de soins respectueux, ainsi que la voix et les droits des populations en quête d'équité. Sandeta Singh est travailleuse sociale inscrite et responsable de la pratique professionnelle du travail social à la Division des services aux aînés et des soins de longue durée de la ville de Toronto. Elle co-dirige un programme d'éthique divisionnaire et soutient le Centre for Learning, Research and Innovation in Long-Term Care. Elle constitue une ressource en matière de pratique pour les travailleuses sociales et travailleurs sociaux, ainsi que pour les techniciennes et techniciens en travail social. Alistair Smith est défenseur des patients et possède une expertise en politique publique. Alistair Smith apporte l'expérience vécue qu'il a acquise comme proche aidant et défenseur des intérêts de son conjoint, ainsi que de ses parents vieillissants et médicalement vulnérables. Il possède également une expérience personnelle de la navigation dans les systèmes de santé et d'autres systèmes comme homme transgenre vivant avec plusieurs problèmes de santé chroniques. Enfin, Laura Temblin-Watts est présidente directrice générale de CanAge, un organisme national canadien de défense des personnes âgées. Elle est avocate, défenseur des droits des aînés, commentatrice dans les médias et auteure. Elle est aussi professeure auxiliaire à la Facto Inwentash Faculty of Social Work de l'Université de Toronto. Vous trouverez les biographies complètes des membres de la table ronde dans le portail virtuel sous l'onglet Conférenciers. Je vous invite à leur souhaiter la bienvenue. Je vais maintenant situer brièvement notre discussion avant de passer aux questions. Travailler auprès des personnes âgées peut être très enrichissant, particulièrement lorsqu'on peut offrir du réconfort et des soins pendant des périodes difficiles de la vie d'un client, y compris en fin de vie. Les personnes âgées reçoivent souvent le soutien de leurs enfants adultes et d'autres membres de leur famille. Même si cette situation peut présenter certaines complexités, elle peut également favoriser la guérison et le soutien intergénérationnel. Les personnes inscrites et qui travaillent auprès de personnes âgées soutiennent souvent aussi les membres de leur famille pendant qu'ils s'adaptent à l'évolution de leur situation. Aucune loi sur le consentement ne s'applique exclusivement aux personnes âgées, mais les personnes inscrites doivent tenir compte de certains facteurs contextuels. Conformément aux normes d'exercice de l'ordre, elles ont pour principale obligation professionnelle de défendre l'intérêt véritable de leurs clients et doivent obtenir le consentement de leurs clients au traitement. Les décisions peuvent notamment porter sur une ordonnance de ne pas réanimer, un changement de médicament, l'aide médicale à mourir, des soins palliatifs ou le placement dans un foyer de soins de longue durée. Il incombe à la professionnelle ou au professionnel qui propose le traitement d'évaluer la capacité. Certains organismes utilisent une approche d'équipe pour effectuer cette évaluation. La situation peut devenir encore plus complexe lorsque la capacité d'un client fluctue ou que plusieurs mandataires spéciaux ne s'entendent pas sur le traitement proposé. Quelques précisions terminologiques. Pendant la séance, nous parlerons des personnes détenant une procuration relative aux soins de la personne. Nous utiliserons les mots client et patient de façon interchangeable. Le terme proche aidant englobe les membres de la famille d'une personne âgée, ses amis,
et les personnes embauchées pour lui fournir des soins. Puisque nous discuterons du consentement et de la capacité, il est important de préciser ce que nous entendons par ces termes. Le consentement est l'accord volontaire et éclairé d'un client à recevoir un service, une intervention ou un traitement précis. Dans le contexte de cette séance, la capacité désigne la capacité mentale ou cognitive. Le client doit être en mesure de comprendre les renseignements pertinents à une décision précise et d'évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles du fait de prendre ou de ne pas prendre cette décision. Ces renseignements établissent le contexte nécessaire à notre discussion. Merci encore de vous joindre à nous. Nous allons commencer en plaçant la voix du client au centre de la conversation. Lorsque plusieurs personnes ont des opinions divergentes au sujet d'un plan de traitement proposé, quelles stratégies les personnes inscrites peuvent-elles utiliser pour placer la voix du client au cœur de la planification du traitement? Je vais d'abord demander à Sandita de répondre. Puis, nous entendrons Alistair, Joy et Laura. Merci, Sue. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Placer la voix du client au centre des préoccupations constitue une responsabilité partagée au sein des équipes interprofessionnelles. Comme Sue l'a mentionné ce matin, nous sommes des professionnels et professionnels inscrits et réglementés. Nous avons donc des obligations professionnelles, juridiques et éthiques de soutenir l'autonomie, la prise de décision éclairée et les soins axés sur le résident ou le client. Les membres d'une équipe peuvent parfois avoir des opinions différentes sur les risques, les options de traitement ou ce qui serait dans l'intérêt véritable de la personne. Ces divergences peuvent être très utiles lorsque nous sommes en mesure de les examiner et d'en discuter respectueusement. Elles peuvent remettre en question nos hypothèses, nous aider à reconnaître nos préjugés et nous permettre de garder au centre de la planification ce qui compte le plus pour la personne, plutôt que ce que nous croyons être préférable pour elle. Le contexte est également important. Dans certains milieux, comme les milieux de vie en groupe, plusieurs clients peuvent être touchés par une décision. Même lorsque nous défendons fermement la voix d'un client ou d'un résident, nous devons pouvoir entendre les différents points de vue concernant l'intérêt des autres résidents. Il faut continuer à se demander, avons-nous parlé directement à la personne? Savons-nous ce qui compte le plus pour elle? Continuons-nous à soutenir ses intérêts et ses préférences? Tout à fait. Merci. Alistair? Ma réponse sera surtout fondée sur mon expérience personnelle. Pour situer le contexte, nous avons perdu mon père l'année dernière, après une longue période pendant laquelle il a vécu avec la démence à corps de Lewy, qui entraîne une capacité fluctuante. Lorsque je l'accompagnais à ces rendez-vous, j'ai trouvé très utile de remettre à la professionnelle ou au professionnel de la santé un résumé d'une demi-page. Cela réduisait le nombre de questions qu'on devait lui poser. Plus les questions se multipliaient, plus il se fatiguait et devenait confus. En fournissant dès le départ les renseignements généraux nécessaires dans un format facile à consulter, nous permettions à la professionnelle ou au professionnel de la santé de cibler les questions auxquelles il était réellement important que mon père réponde. Il n'avait donc pas à devenir plus fatigué ou confus que nécessaire pendant l'interaction. C'est très utile, cette approche permet de garder le client au centre de la conversation et de la planification du traitement en se concentrant sur les renseignements dont il est réellement nécessaire de discuter. Merci. Joy, je veux approfondir ce que Sandetta vient de dire. En fin de compte, le client, la personne âgée, doit demeurer au centre de la planification du traitement. Nous voulons donc parler directement aux clients et aux personnes âgées elles-mêmes. Il faut toutefois tenir compte des obstacles possibles à la communication. Si la personne âgée vient d'arriver au Canada
ou si l'anglais n'est pas sa langue maternelle, avons-nous l'accès à des services d'interprétation? Il faut même considérer des facteurs comme la prise de médicaments le matin. La personne est-elle somnolente à ce moment-là? Nous devons chercher à réduire tout obstacle susceptible de nuire à une communication efficace. L'un des conseils les plus importants que je donne toujours aux personnes inscrites est de tout consigner au dossier. Lorsqu'une difficulté semblable survient plus tard, on peut revenir aux conversations antérieures pour orienter les échanges. Il faut aussi être attentif au silence. Nous pouvons parfois croire qu'une personne silencieuse est d'accord avec nous, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Son silence peut être lié à ses expériences passées ou à son contexte personnel. Je pense notamment à mon propre vécu comme personne issue d'un groupe minoritaire. Il arrive que nous ayons appris à ne pas remettre en question les médecins ou les autres professionnels de la santé, même si nous ne sommes pas d'accord. Il faut donc se rappeler que le silence ne signifie pas toujours oui, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Laura, nous aimerions maintenant connaître votre point de vue. Je vais mettre mon chapeau d'avocate. J'enseigne à la faculté de travail social parce que, bien franchement, les personnes qui ont les moyens de retenir les services d'un avocat m'inquiètent moins. Je veux surtout m'assurer que les 99% restants disposent de ce dont ils ont besoin. La plupart des difficultés sont avant tout des questions humaines plutôt que juridiques. Cela dit, j'aimerais soulever 3 points. Premièrement, il existe une distinction importante entre l'intérêt véritable que les professionnels doivent souvent privilégier et la norme que doit appliquer un mandataire spécial lorsqu'une personne est mentalement incapable. En Ontario, le mandataire spécial, par exemple la personne qui détient une procuration relative aux soins de la personne, ne doit pas automatiquement choisir ce qui correspond à l'intérêt véritable de la personne. Il doit d'abord chercher à respecter ses volontés et ses préférences. Qu'aurait-elle voulu? J'appelle cela le critère de Las Vegas, même si les Canadiens ne vont peut-être pas beaucoup à Las Vegas en ce moment. Prenons plutôt l'exemple du casino de Niagara Falls. Dépenser son argent au casino n'est pas nécessairement une décision prudente et ou judicieuse. Pourtant, certaines personnes le font parce qu'elles trouvent cela agréable et choisissent de dépenser leur argent de cette façon. Voilà une préférence personnelle. L'approche fondée uniquement sur l'intérêt véritable consisterait plutôt à placer tout son argent dans un certificat de placement garanti à très faible risque afin de le protéger. En réalité, la plupart des gens vivent quelque part entre ces deux extrêmes. C'est la dimension humaine qui se superpose aux critères juridiques. Comme professionnel, vous pourriez croire qu'il est dans l'intérêt véritable d'une personne de vivre de façon très prudente, de bien manger, de faire de l'exercice et de prendre tous ses médicaments. Cela ne correspond toutefois pas nécessairement à ce qu'elle souhaite. Si la personne est mentalement incapable, par exemple, si elle vit avec une démence avancée ou se trouve dans le coma, le mandataire spécial peut se retrouver dans une situation difficile. Toutes ces mesures pourraient sembler souhaitables, mais ce n'est peut-être pas ce que la personne aurait voulu. Elle aurait peut-être préféré une vie plus courte, mais plus active, ou demeurer chez elle plutôt que d'aller dans un foyer de soins de longue durée, même si ce placement pouvait prolonger sa vie. Les professionnels doivent présenter les considérations médicales, sociales et liées à la santé tout en reconnaissant qu'il s'agit finalement d'un choix personnel. Cette réalité peut créer des tensions et nous devons être capables de les tolérer. Deuxièmement, il faut se demander pourquoi nous évaluons la capacité mentale au départ. La capacité mentale n'est pas une réalité purement juridique ou médicale. C'est aussi une construction sociale. Par le passé, les femmes et les peuples autochtones ont été considérés comme incapables.
et les enfants le sont encore en droit dans certaines circonstances. Il s'agit d'un concept que le droit a imposé à des réalités humaines. À mesure que notre compréhension évolue, les approches anciennes et dépassées doivent-elles aussi changer? Demandez-vous donc pourquoi cette évaluation est nécessaire et s'il existe une autre façon d'atteindre l'objectif recherché. Une conclusion d'incapacité porte atteinte aux droits fondamentaux et civils de la personne. Elle peut l'empêcher de consentir à des relations sexuelles, de prendre ses propres décisions en matière de santé, de décider où elle vivra ou de répondre à ses besoins personnels. Demandons-nous si les compétences propres au travail social et aux techniques de travail social peuvent nous permettre d'avancer sans recourir immédiatement à une évaluation de la capacité. Enfin, il faut préciser ce qui doit être évalué et pourquoi. L'évaluation devrait porter uniquement sur la décision la plus restreinte possible. Cette personne peut-elle consentir à cette intervention chirurgicale? Peut-elle décider d'entrer dans un foyer de soins de longue durée? Il ne faut pas effectuer une évaluation générale simplement parce que l'occasion se présente. La question doit être formulée dès le départ. Capacité à prendre quelle décision? L'évaluation doit ensuite se limiter à cette question. Merci. Tous ces renseignements sont extrêmement utiles. Nous approfondirons plusieurs de ces questions, particulièrement celle de la capacité. Les normes d'exercice nous demandent de garder l'intérêt véritable du client au centre de notre pratique, mais il faut aussi déterminer où s'exprime sa voix. Directement, par l'intermédiaire d'un mandataire spécial ou par la personne qui détient une procuration relative aux soins de la personne. J'aimerais maintenant vous demander ce que peuvent faire les personnes inscrites lorsqu'elles constatent qu'un autre professionnel contourne le client et prend une décision à sa place sans solliciter son point de vue. Sandita, commençons par vous. Premièrement, il est important de ne pas présumer de mauvaises intentions. Les équipes doivent souvent composer avec des situations complexes, des contraintes de temps et de l'incertitude. Dans ces circonstances, je trouve utile de proposer une rencontre réunissant le collègue, le client et, au besoin, l'équipe. Cette démarche permet de montrer concrètement l'importance d'axer la discussion sur les valeurs, les objectifs, les volontés et les préférences du client. En participant à la conversation, je peux aussi montrer à l'équipe comment mener ce type d'échange de façon constructive. Cette approche renforce la confiance et les compétences des professionnels tout en maintenant la voix de la personne au centre de la pratique. Nous devons continuellement nous demander si nous faisons réellement participer la personne, si nous lui donnons la possibilité de contribuer et si nous accordons de la valeur à ce qu'elle exprime. C'est très utile. Dans une équipe multidisciplinaire, il peut être facile de retomber dans de vieilles habitudes. Il faut donc continuer de recentrer la discussion sur le client. Joy, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Certainement, comme travailleuses sociales et travailleurs sociaux, nous hésitons parfois à interrompre une conversation dirigée par des médecins ou d'autres professionnels de la santé. Il faut pourtant être capable de dire un instant. Connaissons-nous les volontés de cette personne? Savons-nous si elle est capable de prendre cette décision? Sa capacité a-t-elle déjà été évaluée? Il faut se rappeler que la capacité est propre à une décision à un moment précis. Une personne peut être capable de prendre une décision donnée à un certain moment. Le fait qu'elle ait été jugée incapable relativement à une question ne signifie pas qu'elle est incapable en tout temps et pour toutes les décisions. Si l'équipe refuse toujours d'écouter, après que nous avons demandé de suspendre la discussion, nous avons l'obligation professionnelle de faire remonter la préoccupation. On peut notamment consulter la personne responsable des questions de consentement et de capacité au sein de l'organisme
une superviseure, un superviseur ou un membre de la direction. Comme directrice à Hospice Niagara, il m'est aussi arrivé de communiquer avec l'ordre pour obtenir des conseils. Parfois, nous connaissons déjà la réponse, mais nous avons besoin d'une personne avec qui examiner la situation. Il faut demeurer vigilant car la voix des personnes âgées peut être étouffée par l'agisme, le capacitisme ou l'idée que leurs enfants savent nécessairement ce qui leur convient le mieux. Par exemple, on peut supposer que la fille connaît mieux la situation, particulièrement si elle est elle-même travailleuse sociale. Nous devons être attentifs à ces présomptions. Cela doit être difficile et frustrant à observer. Laura, avez-vous quelque chose à ajouter? Je dirais parfois qu'il faut ralentir et faire preuve de bienveillance. Les gens essaient souvent de faire de leur mieux dans des situations difficiles. Pourtant, nous ne leur enseignons pas toujours comment obtenir un consentement véritablement éclairé. Cela peut sembler étonnant, mais la dernière fois que j'ai examiné le programme de médecine, environ 24 minutes seulement étaient consacrées à l'ensemble des questions de capacité mentale et de consentement au cours des 4 années de formation. Cela représente environ 6 minutes par année. Je crois aussi enseigner le seul cours au Canada dans une faculté de travail social qui porte expressément sur le droit, le vieillissement et le consentement. Les programmes de sciences infirmières accordent généralement plus d'attention à ces questions, mais la formation reçue varie et peut remonter à 30 ans. Il faut donc vérifier si les professionnels possèdent réellement les connaissances nécessaires pour obtenir un consentement valable. Que signifie le consentement? Comment l'obtenir de façon significative et comment conjuguer ces dimensions humaines et juridiques? Il peut être utile d'organiser des jeux de rôle, d'offrir de la formation continue et de créer un espace sûr où les professionnels peuvent s'exercer à interrompre respectueusement une discussion et à rappeler qu'une décision ne sera pas prise à la place du client sans l'avoir écouté. La supervision, la formation et la mise en pratique peuvent donner aux équipes les outils dont elles ont besoin. C'est une excellente façon de le présenter. Laura, vous avez déjà parlé du rôle de la personne qui détient une procuration. Pourriez-vous expliquer brièvement la différence entre une procuration relative aux soins de la personne et un mandataire spécial? En Ontario, toute personne qui détient une procuration relative aux soins de la personne est un mandataire spécial, mais tous les mandataires spéciaux ne détiennent pas une telle procuration. Seulement environ le tiers des Canadiennes et des Canadiens ont préparé des documents de planification personnelle. En Ontario, il peut s'agir d'une procuration relative aux soins de la personne, d'une procuration perpétuelle relative aux biens et, pour la période suivant le décès, d'un testament. Cela signifie qu'environ les 2 tiers de vos clients n'auront pas établi de procuration relative aux soins de la personne. Dans ces cas, il faut se reporter à la loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. Cette situation est plus complexe car la personne n'a pas elle-même choisi son mandataire. La loi prévoit plutôt une liste hiérarchique par défaut. Il s'agit d'une loi ancienne qui ne reconnaît pas pleinement la famille choisie ou les amis proches, contrairement à la législation de certaines autres provinces. Elle repose davantage sur une conception traditionnelle des liens de parenté. Il m'est déjà arrivé de devoir communiquer avec les parents âgés de 95 ans d'un homme de 70 ans parce qu'il occupait le rang applicable dans la liste. Après, la conjointe ou le conjoint, la partenaire ou le partenaire, les enfants, les parents et les frères et sœurs, la liste peut mener à tout autre parent par le sang, le mariage ou l'adoption.
même un cousin éloigné qui habite à Red Deer, en Alberta. Certaines conditions s'appliquent. La personne ne doit pas être en conflit avec le client, elle doit elle-même être mentalement capable et elle doit avoir l'âge requis. En Ontario, il est possible d'agir comme mandataire spécial et d'établir une procuration relative aux soins de la personne dès l'âge de 16 ans. Il faut aussi demander à voir le document. Dans un monde numérique, cela peut être difficile. La pire situation est celle où la procuration relative aux soins de la personne a été placée dans un coffre bancaire auquel personne ne peut accéder sans une procuration relative aux biens. Dans la majorité des cas, vous devrez donc appliquer la liste prévue par la loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, ce qui n'est ni simple ni idéal. Toutes les personnes appartenant à un même rang de la liste ont le même pouvoir décisionnel. Imaginons une personne âgée qui a 5 enfants et qu'aucun d'entre eux ne s'entend avec les autres, même sur l'heure qu'il est, encore moins sur les soins à fournir. La situation peut devenir très difficile. Si personne dans la liste ne peut ou ne veut agir, la responsabilité revient au dernier recoureur, au tuteur et curateur public dont les ressources sont déjà très sollicitées. Merci de cette explication très complète. Vous avez mentionné les mandataires de même rang, ce qui nous amène à la prochaine question pour Sandeta et Joy. Les personnes inscrites qui communiquent avec l'équipe de la pratique professionnelle nous demandent souvent du soutien dans ce genre de situation. L'ordre ne prescrit pas une seule pratique exemplaire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous organisons cette table ronde. Concrètement, que se passe-t-il lorsque deux mandataires spéciaux du même rang ne s'entendent pas sur le plan de traitement? Sandetta, commençons par vous. Un désaccord entre des mandataires spéciaux de même rang peut être très difficile pour toutes les personnes concernées, y compris l'équipe. Il faut commencer par bien comprendre notre rôle. Nous n'avons pas à décider qui a raison. Nous devons plutôt veiller à ce que le processus décisionnel soit respectueux, conforme aux exigences légales et axé sur les valeurs, les préférences, les objectifs et les volontés de la personne. Souvent, le désaccord ne porte pas réellement sur le traitement. Il peut découler d'une compréhension différente de ce qui est proposé, de la dynamique familiale, du deuil, de la culpabilité ou de la peur. Les renseignements ont peut-être aussi été communiqués à des moments différents ou de façon différente. Il est donc essentiel de comprendre ce qui alimente le désaccord plutôt que de chercher trop rapidement à le régler. Il est souvent utile de ramener les personnes à un objectif commun. Les membres de la famille et les mandataires se soucient profondément de la personne et souhaitent généralement le meilleur résultat possible pour elle. Créer un espace où tout le monde reçoit les mêmes renseignements peut poser des questions et exprimer ses préoccupations contribue grandement à établir une compréhension commune et à faire progresser la discussion. Cela ne signifie pas nécessairement que toutes les personnes parviendront à un consensus. Toutefois, une facilitation efficace peut renforcer la confiance et la compréhension et permettre d'avancer de façon constructive vers une résolution. Il est aussi très important que les équipes sachent qu'il existe des recours officiels et qu'elles ne sont pas obligées de demeurer prises dans un cycle de désaccord. Après avoir facilité des discussions, proposé une médiation, communiqué les renseignements pertinents et épuisé les autres possibilités, il peut devenir nécessaire de consulter le tuteur et curateur public pour déterminer les prochaines étapes. Je trouve utile d'expliquer ce processus dès le départ. Il ne s'agit pas d'une menace, mais d'une façon d'aider les personnes à comprendre leur rôle et leurs responsabilités. Lorsqu'elles réalisent qu'une personne extérieure pourrait éventuellement prendre des décisions au sujet d'un être cher, elles sont souvent davantage motivées à poursuivre les échanges et à tenter de parvenir ensemble à une décision.
Merci. Joy, qu'en pensez-vous? Lorsque j'étais nouvelle dans le domaine du travail social, je croyais que mon objectif devait être de rétablir l'harmonie familiale et d'amener tout le monde à prendre une décision consensuelle. Le consensus est souhaitable s'il sert l'intérêt véritable du client ou respecte sa voix. Mais l'objectif n'est pas simplement d'obtenir une famille harmonieuse. Nous devons nous rappeler que notre client est la personne âgée et recentrer constamment la discussion sur elle. Que faire si les membres de la famille ne parviennent toujours pas à s'entendre? Comme Sandetta l'a expliqué, il peut être nécessaire de consulter le tuteur et curateur public. Si le mandataire spécial ne respecte pas ses obligations légales, le Conseil du consentement et de la capacité pourrait également devoir intervenir. Il s'agit toutefois d'une mesure importante. Avant d'en arriver là, une rencontre familiale peut être très utile. C'est un contexte où les compétences des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux en matière de facilitation prennent toute leur valeur. Pendant cette rencontre, ramenez la conversation aux volontés antérieures de la personne. Qu'est-ce que votre père aurait souhaité? Croyez-vous que cette décision correspond à ses volontés? Est-ce sa volonté qui vous guide ou votre propre peur? Ces conversations sont difficiles parce qu'elles touchent profondément à l'expérience humaine. Si une mère avait clairement indiqué qu'elle voulait recevoir l'aide médicale à mourir lorsqu'elle ne serait plus capable de prendre des décisions et que ses enfants s'y opposent, nous devons néanmoins comprendre les limites juridiques et applicables et défendre sa voix dans toute la mesure permise lorsque la personne ne peut plus s'exprimer elle-même. La question que je pose aux travailleuses sociales et aux travailleurs sociaux est donc la suivante. Sommes-nous prêts à engager ces conversations inconfortables? Avons-nous la confiance, les compétences et les connaissances nécessaires pour les mener? Dire qu'il suffit d'organiser une rencontre familiale paraît simple, mais il faut des compétences considérables pour faciliter une discussion aussi puissante et délicate. J'ajouterais qu'il est très pratique d'expliquer clairement ce qui se passe et ce qui arrivera si aucune décision n'est prise. Il peut être utile d'apporter des documents de l'ordre de Cléo, Éducation juridique communautaire Ontario, du Centre de défense des droits des personnes âgées ou de mon organisme CanAge. Certaines personnes assimilent mieux l'information lorsqu'elles peuvent la lire. Il est donc important de tenir compte des façons d'apprendre de chacun et de fournir des documents d'appui, particulièrement lorsque beaucoup de notions nouvelles sont présentées dans une situation déjà conflictuelle. Un membre de la fratrie peut aussi décider de ne pas participer à une décision. Par exemple, le cinquième enfant peut dire: «Je ne suis pas d'accord, mais je ne m'y opposerai pas. Vous pouvez prendre la décision sans moi.» Une personne a le droit de se retirer d'une décision particulière. Il est donc essentiel d'expliquer les différents scénarios possibles et de fournir de la documentation, surtout lorsque la capacité fluctue. La capacité fluctuante est particulièrement complexe. Seule une personne mentalement capable peut demander l'aide médicale à mourir, mais les règles évoluent et les différents volets du régime peuvent être difficiles à comprendre. Les familles essaient aussi de distinguer les soins palliatifs, la sédation palliative, l'ordonnance de ne pas réanimer et les décisions de ne pas traiter. Lorsque la capacité fluctue, toutes ces décisions deviennent encore plus complexes. Une personne peut exprimer le soin de recevoir l'aide médicale à mourir pendant qu'elle est capable de le faire, puis suivre le processus prévu. Aucun mandataire spécial ne peut demander l'aide médicale à mourir au nom d'une personne. En revanche, si celle-ci retrouve sa capacité, elle peut elle-même prendre cette décision. Un mandataire spécial peut aussi être appelé à consentir à certaines mesures de soins palliatifs,
notamment la sédation palliative, selon les circonstances. Voilà pourquoi les scénarios hypothétiques et les discussions sur les différentes possibilités sont si importants dans un contexte émotionnel, social et juridique aussi dynamique. Je recommande d'avoir de la documentation, de donner à chacun le temps de comprendre et de rappeler qu'une personne peut se retirer d'une décision précise. J'ai déjà travaillé sur un dossier où un membre de la famille s'opposait personnellement aux transfusions sanguines. La personne soignée en aurait toutefois voulu une. Les membres de la famille estimaient que ses propres valeurs l'empêchaient même de consentir à la transfusion. Nous lui avons expliqué qu'il pouvait se retirer de cette décision et revenir pour la suivante. La situation s'est alors réglée sans qu'il soit nécessaire de poursuivre la démarche devant le Conseil du consentement et de la capacité. La capacité et le rôle du mandataire sont propres à chaque décision. Alistair, pourriez-vous nous parler de la capacité fluctuante du point de vue d'un défenseur des patients? Au début de la démence de mon père, il devait prendre certaines décisions liées à sa planification successorale. Son psychiatre a eu avec lui la même conversation plusieurs jours, voire plusieurs semaines de suite, afin de vérifier si ses réponses demeuraient les mêmes au fil du temps. Cette approche a permis de mieux comprendre ses véritables volontés. Il faut aussi se rappeler qu'une personne vivant avec une démence peut ne pas se souvenir que sa capacité fluctue. Elle peut alors ne pas comprendre pourquoi on ne lui demande pas de prendre une décision, ce qui peut être très difficile et bouleversant pour elle et pour les autres. Je n'ai pas de solution simple, mais c'est un facteur dont il faut tenir compte. Merci. C'est un élément important sur lequel réfléchir. L'Ordre offre également une ressource sur l'aide médicale à mourir. Les personnes inscrites doivent comprendre le rôle qu'elles pourraient jouer dans ce contexte. Rien ne les oblige à participer à une évaluation ou à la prestation de l'aide médicale à mourir. Elles doivent toutefois veiller à ce que la personne reçoive les renseignements et l'orientation nécessaires afin d'avoir accès aux services appropriés. Je vous invite à consulter la ressource de l'Ordre pour obtenir des précisions. Nous avons déjà parlé de différentes façons de préserver la dignité et l'autonomie des personnes âgées. Alistair, avez-vous d'autres suggestions sur la façon dont les personnes inscrites peuvent aider les proches aidants à maintenir l'autonomie d'une personne au quotidien? Une réalité qui n'est pas toujours évidente parce que le client est encore physiquement présent et que les proches aidants peuvent déjà vivre le deuil de la personne qu'ils connaissaient. Ils prennent soin d'un conjoint ou d'un parent qui perd peu à peu certaines parties de lui-même. Le processus de deuil peut donc commencer pendant que la personne est toujours en vie, et ce cheminement peut être très long et fluctuant. Pour comprendre les réactions d'un proche aidant, il faut reconnaître qu'il est peut-être déjà engagé dans un processus de deuil. J'ai demandé à ma mère ce qu'elle souhaitait que je transmette aujourd'hui aux travailleuses sociales et aux travailleuses sociaux, et c'est précisément ce qu'elle voulait que je vous dise. Nous avons eu de nombreuses conversations avec elle au sujet de l'acceptation d'une aide extérieure. Les parents de la génération du baby boom peuvent être très attachés à leur vie privée. Ils ne veulent personne dans la maison et affirment pouvoir tout gérer eux-mêmes ou avec l'aide de leurs enfants. Lorsqu'un déclin est lent et progressif, les proches aidants peuvent facilement perdre de vue la gravité de la situation. C'est l'image de la grenouille dans l'eau qui chauffe peu à peu. Lorsqu'on vit la situation de l'intérieur, on ne se rend pas compte du chemin parcouru. C'est un peu comme la croissance des enfants, que l'on remarque en prenant soudainement du recul, mais en sens inverse. Il faut donc
attentif à la résistance, à l'aide et au fait que les proches ne vont peut-être pas aussi bien qu'ils le prétendent. Des ressources pourraient être mises en place avant qu'elles deviennent absolument nécessaires et qu'une urgence survienne. Par exemple, avant que la conjointe ou le conjoint âgé du client ne devienne lui-même incapable. Merci, c'est très utile. Nous avons parlé plutôt de honte et de déception. J'aimerais maintenant aborder l'intersectionnalité. Les personnes âgées présentent une grande diversité de genres, de races, de cultures et d'autres identités. Comment ces dimensions influencent-elles le soutien global que nous leur offrons? Il y a 20 ans, nous n'aurions peut-être pas envisagé ces questions de la même façon. Sandetta, quelles considérations vous paraissent importantes dans votre travail à la ville de Toronto? Les personnes âgées ne forment pas un groupe homogène. L'âge n'est qu'un aspect de leur identité qui est aussi façonné par la race, la culture, l'origine ethnique, le handicap et de nombreux autres facteurs. Pour moi, le point de départ est l'humilité culturelle. Plutôt que de présumer que nous connaissons les expériences et les valeurs d'une personne, nous devons lui montrer que nous sommes ouverts, curieux et disposés à apprendre d'elle ce qui compte à ses yeux. Il faut apprendre à connaître la personne qui se trouve devant nous et tenir compte de l'ensemble de ses identités et de ses expériences. Discrimination, facteurs culturels, obstacles linguistiques et interactions antérieures avec le système de santé notamment. L'humilité culturelle exige également une réflexion sur soi. Nous apportons tous à ce travail nos propres expériences, préjugés et présomptions. Nous devons en prendre conscience et réfléchir à la façon dont ils influencent nos décisions et nos interactions. Les personnes n'ont pas besoin que nous sachions tout sur leur identité. Elles ont besoin que nous créions un espace où elles peuvent nous dire qui elles sont et qui est important pour elles. C'est à nous de bâtir cette confiance. Si nous le faisons bien, elles nous communiqueront ce qui compte réellement à leurs yeux. C'est une façon très éclairante d'aborder la question. Il faut prendre le temps d'écouter et de laisser la personne choisir ce qu'elle souhaite communiquer à la personne inscrite, puis avancer à mesure que s'établissent la relation et la confiance. Merci. Joy, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, mais j'aimerais d'abord revenir à ce qu'Alistair a dit. La théorie du deuil me passionne. Lorsqu'un être cher reçoit le diagnostic d'une maladie qui limite son espérance de vie, nous pouvons commencer à vivre un deuil, même si nous avons appris à associer le deuil au décès. Il peut être déconcertant d'éprouver ce sentiment alors que la personne est encore en vie. On parle alors d'un deuil anticipé. Je discute souvent de cette notion avec la Société Alzheimer de la région de Niagara. Le simple fait de pouvoir nommer ce sentiment est très puissant. La personne comprend que son expérience est réelle et légitime. Pour revenir au soutien global, celui-ci devrait s'inscrire dans une approche anti-oppressive, sensible au traumatisme et exempt d'agisme. Toutes les expériences d'immigration ne sont pas identiques, tout comme les conceptions de l'autonomie. Si vous aviez demandé à mon père de son vivant ce que signifiait l'autonomie pour lui, il aurait répondu qu'elle consistait à m'avoir assise à ses côtés, moi, sa fille unique. Pourtant, nous sommes souvent conditionnés à définir l'autonomie d'une seule façon, sans tenir compte de la culture de la personne. L'humilité culturelle, c'est avoir le courage d'admettre que l'on ne sait pas et de demander. Aidez-moi à comprendre votre parcours. Il m'est arrivé que des clients philippins présument que je connaissais tout ce qui s'applique à eux parce que je suis moi-même philippine.
Je l'ai répondu, un instant, je ne suis pas l'experte de votre vie. Je partage peut-être certains repères culturels, mais je ne vous connais pas encore. Lorsque nous rappelons à la personne qu'elle est l'experte de sa propre vie, nous lui offrons un soutien véritablement puissant et global. Merci, c'est très utile. Alistair ou Laura, souhaitez-vous ajouter quelque chose? J'ajouterai rapidement que les personnes âgées queer et trans sont souvent contraintes de retourner dans le placard, particulièrement lorsqu'elles entrent dans un milieu de soins. Cette situation peut devenir très complexe lorsqu'elles ont besoin de soins personnels. Il ne faut pas présumer qu'une personne âgée a nécessairement eu un mari, une épouse ou le parcours de vie que nous imaginons en la regardant. La famille peut également exercer des pressions. Il est donc essentiel de créer l'espace nécessaire pour apprendre à connaître réellement le client. Dans le même esprit, les travailleuses sociales, les travailleurs sociaux, les techniciennes et les techniciens en travail social devraient se tenir au courant des nouvelles technologies destinées aux personnes âgées. Lorsqu'une personne dit qu'elle ne veut personne chez elle, demandons-nous quel problème elle essaie de résoudre. Craignons-nous une chute? Il existe maintenant des revêtements de sol sensibles à la pression. A-t-elle besoin d'aide pour se laver? Faut-il faire entrer un lit d'hôpital dans la maison? Une salle à manger inutilisée depuis 2003 pourrait peut-être devenir une chambre au rez-de-chaussée après quelques modifications. Dans une approche culturelle et intersectionnelle, il faut aussi comprendre que les perceptions de la technologie, de la vie privée et de la confidentialité varient d'une personne à l'autre. Nous devons ouvrir ces conversations et connaître les solutions qui n'exigent pas nécessairement qu'une autre personne entre dans la maison ou fournisse des soins physiques. Les personnes âgées canadiennes sont d'ailleurs parmi les plus à l'aise avec la technologie au monde. Une grande proportion des personnes de plus de 85 ans utilisent quotidiennement plusieurs appareils connectés à Internet. La conception de la vie privée et de la confidentialité évolue donc elle aussi. Une personne peut accepter que son appareil Apple suive ses déplacements tout en refusant que ses enfants l'aident à se laver. Ce choix peut être tout à fait légitime et doit faire partie de la conversation. Ce sont d'excellents points et des renseignements très utiles pour les personnes inscrites. Compte tenu du temps qui nous reste, j'aimerais maintenant parler des personnes âgées qui vivent dans la communauté. Que doit faire une personne inscrite lorsqu'elle soupçonne qu'une personne âgée vivant chez elle a subi de la négligence, de maltraitance ou de mauvais traitements? Nous savons que des obligations législatives s'appliquent aux foyers de soins de longue durée et aux maisons de retraite, mais la situation est différente lorsque la personne vit dans son propre domicile. Nous recevons beaucoup de questions à ce sujet. Sandita, voulez-vous commencer? Lorsqu'on soupçonne de la maltraitance, de la négligence ou de mauvais traitements, il est essentiel de ralentir et de ne pas tirer des conclusions hâtives. Il s'agit d'allégations et nous devons recueillir les renseignements pertinents tout en demeurant curieux. Les dynamiques familiales peuvent être complexes. Il peut y avoir du stress chez les proches aidants et des antécédents personnels que nous ne connaissons pas. Il est important de créer un espace privé et sécuritaire où la personne âgée peut nous faire part de son point de vue et de ses préoccupations. Il faut aussi reconnaître les différentes formes de maltraitance, physique, émotionnelle, psychologique et financière, ainsi que la négligence. Des changements cognitifs, des obstacles à la communication, des déficiences sensorielles ou l'isolement social peuvent également empêcher une personne de demander de l'aide. Les personnes inscrites doivent surtout savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'elles n'ont pas à gérer ces situations sans soutien.
Les services de soins à domicile et en milieu communautaire, les services de relève, les organismes communautaires et, au besoin, les services policiers peuvent aider à explorer la situation, offrir des conseils et orienter la personne vers les ressources appropriées. Cela me rappelle une situation que j'ai vécue auprès d'une personne âgée qui habitait dans la communauté. J'avais remarqué des ecchymoses sur ses bras. La première étape consistait à lui parler en privé, lorsqu'il était sécuritaire de le faire. S'il y avait eu un danger immédiat, j'aurais appelé le 911. Comme le risque semblait possible, mais non imminent, j'ai communiqué avec l'ordre pour obtenir des conseils. Je devais aussi me rappeler que ce n'était pas à moi de décider du résultat. Il fallait demander au client ce qu'il souhaitait. Je soupçonnais de la maltraitance au domicile familial et l'enfant adulte pouvait être en cause. Mon premier réflexe était de sortir immédiatement la personne âgée de la maison parce que je voyais ma propre grand-mère dans cette situation. J'ai dû prendre du recul et me rappeler, Joy, ce n'est pas ta grand-mère. Tu es ici comme travailleuse sociale. Que dois-tu faire? J'ai donc adopté une approche de réduction des méfaits. Concrètement, j'ai pris des rendez-vous à des heures variables afin que l'enfant adulte sache qu'une travailleuse sociale participait à la vie de sa mère et pouvait arriver à l'improviste. Avec du temps et de la patience, le client a finalement accepté de recevoir de l'aide. Nous devons tolérer l'inconfort et donner aux personnes le temps dont ils ont besoin tout en exerçant notre jugement professionnel. Si la vie d'une personne est en danger, il faut évidemment appeler le 911. J'ajouterais avec mon chapeau d'avocate que la négligence envers soi-même est souvent considérée différemment de la négligence exercée par une autre personne. Il ne faut pas confondre les deux. Il faut examiner attentivement la situation. S'agit-il de négligence envers soi-même ou d'une autre personne qui néglige le client? Des changements cognitifs, des facteurs culturels ou un manque de ressources financières peuvent aussi expliquer ce que nous observons. Une personne mentalement capable ne peut pas consentir juridiquement à être maltraitée, mais elle conserve le droit de prendre des décisions et de demeurer dans une situation dangereuse ou violente. Je ne veux aucunement banaliser la violence familiale ou la maltraitance. Je souhaite simplement rappeler que les adultes capables ont le droit de prendre des décisions que d'autres considéraient risquées. Ce droit ne s'exerce pas de la même façon lorsqu'une personne est mentalement incapable relativement à la décision en cause. Si vous agissez comme mandataire spécial, soit selon la liste prévue par la loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, soit parce que vous avez été nommé dans une procuration, vous devez intervenir lorsqu'une personne incapable dont vous prenez les décisions subit de la maltraitance ou de la négligence. Il s'agit d'une obligation juridique complète. Il faut toutefois évaluer soigneusement la capacité, notamment lorsqu'il existe des troubles de mémoire à court terme ou des différences neurologiques. Et difficultés supplémentaires, le mandataire spécial peut lui-même être l'auteur de la maltraitance. Ce sujet pourrait à lui seul faire l'objet d'un autre webinaire. Il ne nous reste que quelques minutes. J'aimerais demander à chacune et chacun de vous de proposer en un ou deux mots une façon créative et inclusive de soutenir une personne âgée. Des orientations personnalisées, ce qu'on appelle parfois des orientations chaleureuses, où l'on établit réellement le lien avec la ressource. Centrer la personne et reconnaître toute son humanité. Je reprendrai l'idée de Sandetta, la curiosité. Excellent.
Elle ouvre la voie à l'humilité culturelle. Connaissez votre rôle. J'aime beaucoup. Respectez les limites de votre rôle et comprenez aussi ce que vous représentez pour la personne et sa famille. Il est également important de favoriser les liens sociaux. Les personnes inscrites peuvent collaborer avec d'autres professionnels, se renseigner sur les ressources disponibles et aider les clients à trouver des occasions d'interagir et de se sentir liés à leur communauté. Plus une personne dispose de liens et de soutien, plus ses relations peuvent contribuer à sa santé et à son bien-être dans plusieurs dimensions. Pour conclure notre discussion, je tiens à reconnaître de nouveau que le travail auprès des personnes âgées peut être extrêmement enrichissant, mais qu'il comporte aussi des défis particuliers. C'est pourquoi tant de personnes inscrites nous posent ces questions. Il est important de consulter vos collègues et vos superviseurs, de demander des conseils et de veiller à votre propre bien-être afin de prévenir l'épuisement professionnel qui est fréquent dans ce domaine. Je remercie Alistair, Joy, Laura et Sandita d'avoir partagé leurs connaissances et leurs perspectives sur ce sujet important. La population vieillit et de plus en plus de personnes auront besoin de soutien. Nous devrons donc réfléchir attentivement à la meilleure façon de répondre à leurs besoins, tout en gardant l'intérêt véritable des clients au centre de notre pratique. Nous avons maintenant un peu de temps pour les questions. Je rappelle aux personnes participantes qu'elles peuvent les transmettre dans le clavardage à droite de l'écran. Cette fonction est accessible sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, mais non sur un téléphone ou une tablette. Je cède maintenant la parole à Raki, qui nous transmettra les questions reçues. Merci beaucoup. La discussion a été très intéressante à ce sujet, suscite beaucoup d'intérêt. Plusieurs questions portent sur la loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. À votre connaissance, le gouvernement provincial envisage-t-il de la moderniser? Nous demandons depuis longtemps une mise à jour de cette loi et de la loi de 1992 sur la prise de décision au nom d'autrui. Elles ont environ 30 ans et ne correspondent plus pleinement aux réalités actuelles. D'autres provinces ont adopté des approches très différentes. Le Nouveau-Brunswick, par exemple, a récemment créé un régime de prise de décision assistée. Depuis plus de 20 ans, la Colombie-Britannique dispose d'une liste par défaut plus souple, plus inclusive et, à mon avis, davantage tournée vers l'avenir. J'aimerais pouvoir dire qu'une réforme est imminente en Ontario, mais malgré les demandes répétées des milieux juridiques et sociaux, je ne crois pas qu'elle figure actuellement au programme législatif. Il s'agit néanmoins d'un excellent enjeu de défense des intérêts. La législation actuelle est dépassée, peu sensible aux réalités culturelles et insuffisamment inclusive. Les personnes qui souhaitent promouvoir une réforme pourraient communiquer avec l'Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l'Ontario ou l'Ontario Social Service Workers Association, dont le rôle consiste à défendre les intérêts des professions. Dans les provinces où des modifications législatives ont été apportées, les ordres professionnels se sont souvent mobilisés collectivement avec les associations, les juristes et les groupes de défense des patients. De nombreux acteurs ont dû unir leurs voix pour demander la modernisation de la loi. Il faut effectivement toute une communauté. La question suivante porte sur les procurations et les mandataires spéciaux. Lorsqu'un client a plusieurs enfants et que l'un d'eux a été peu présent, mais revient exprimer une opinion vers la fin de sa vie, le contexte de leur relation peut-il être pris en compte dans les décisions concernant les soins? Je peux répondre sur le plan juridique.
Quelqu'un d'autre pourra compléter sur le plan social. Dans une perspective sociale, communautaire et relationnelle, il faut certainement examiner l'éloignement familial et offrir le soutien nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé. Sur le plan juridique, il faut d'abord déterminer si la personne avait été expressément nommée dans une procuration ou si elle prétend agir en vertu de la liste par défaut. Une procuration peut avoir été signée il y a 20 ans et l'éloignement être survenu 10 ans plus tard. Un conflit actif avec la personne incapable peut empêcher quelqu'un d'agir comme mandataire spécial, mais une autre personne devra soulever la question. Des critères juridiques précis permettent de déterminer ce que signifie être en conflit avec la personne. Il ne suffit pas d'avoir manqué une fête familiale ou de s'être disputé la semaine précédente. Un éloignement durable, souvent de plusieurs années, peut toutefois être pertinent et exclure une personne qui aurait autrement occupé un rang dans la liste par défaut. Il est donc essentiel d'obtenir des renseignements juridiques fiables. Le soutien social, le counseling, la guérison et le deuil anticipé demeurent extrêmement importants, mais ils ne remplacent pas les règles juridiques applicables. C'est précisément pourquoi l'approche d'équipe est utile. Personne n'a à tout connaître ni à tout faire seul. Les membres de l'équipe peuvent s'appuyer les uns sur les autres et obtenir l'information nécessaire. J'ajouterais que les dynamiques familiales peuvent être très importantes et que les renseignements varient selon la personne qui les fournit. Une fille peut affirmer que son frère Joe n'a pas participé à la vie de leur père depuis 20 ans, alors qu'il le visite en réalité chaque semaine. Cela ne signifie pas nécessairement que la fille agit de mauvaise foi. Il peut simplement exister une dynamique familiale complexe. Voilà pourquoi l'approche d'équipe, la création de relations et l'absence de présomption sont si importantes. Nous devons aussi continuer de centrer la personne âgée. Dans la mesure du possible, les membres du personnel, les travailleuses sociales, les travailleurs sociaux, les techniciennes et les techniciens en travail social devraient lui demander dès le début quelles sont les personnes importantes dans sa vie. Cette information fait partie de l'évaluation et nous aide à comprendre son réseau social et son système de soutien. Une autre question porte sur les obligations légales de signalement de la maltraitance des personnes âgées. Les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux sont-ils légalement tenus d'intervenir lorsqu'ils soupçonnent une telle situation? Pourriez-vous notamment expliquer la différence entre les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les personnes qui vivent dans la communauté? Si je comprends bien, le signalement est obligatoire lorsqu'une personne âgée se trouve dans un foyer de soins de longue durée ou une maison de retraite. La situation est différente lorsqu'elle vit dans la communauté. Dans ce dernier contexte, une approche de réduction des méfaits peut être appropriée. En présence d'un risque imminent, il faut appeler le 911. Lorsqu'il existe un risque possible, mais que la marche à suivre demeure incertaine, il est utile de consulter d'autres professionnels. Reconnaître les limites de nos connaissances est une force. Plusieurs points de vue valent mieux qu'un seul. Le site de l'Ordre contient des renseignements sur les obligations de signalement dans les foyers de soins de longue durée. Elles s'appliquent largement à toute personne qui constate ou soupçonne de la maltraitance ou de la négligence, que l'auteur présumé soit un membre de la famille, un membre du personnel ou une autre personne. Les ressources indiquent aussi l'autorité à joindre et le numéro à appeler pour faire un signalement ou demander conseil. Le mécanisme ressemble, dans une certaine mesure, au système de protection de l'enfance, mais il vise les personnes âgées qui vivent dans un foyer de soins de longue durée ou une maison de retraite. Une personne peut communiquer avec l'autorité compétente
décrire la situation et obtenir des conseils. La loi de 2010 sur les maisons de retraite et la loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée prévoient des exigences très précises qui doivent être respectées. Il n'existe aucune latitude quant à l'obligation de suivre ces exigences, même si l'on peut débattre séparément de leur pertinence ou de leur caractère pratique. Chaque foyer de soins de longue durée, agréé, dispose d'un processus de signalement réglementé. Il faut suivre ce processus. Le signalement est transmis par la voie désignée au directeur compétent. Si vous avez fait un signalement à l'interne et constaté qu'il n'a pas été transmis comme il devait l'être, vous avez l'obligation d'effectuer un suivi. Les maisons de retraite suivent un processus légèrement différent, mais semblable, qui passe lui aussi par la direction. Un membre du personnel doit normalement utiliser le mécanisme prévu par l'établissement. Les professionnels de la santé réglementée, notamment les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux dans certaines circonstances, doivent également s'assurer que le signalement requis a bel et bien été fait. Ils peuvent le vérifier au moyen du processus applicable au foyer de soins de longue durée ou à la maison de retraite. La situation des personnes vivant dans la communauté est plus complexe. La réponse courte est la suivante. Une personne expressément désignée par la loi comme ayant l'obligation de signaler doit le faire. Une personne qui n'est pas légalement tenue de signaler peut tout de même être autorisée à le faire. Plusieurs professionnels ignorent qu'ils ont une obligation de signalement. J'ai déjà donné une présentation à des dentistes qui ont découvert à cette occasion qu'ils faisaient partie des personnes visées. Dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite, l'obligation s'applique de façon très large aux membres du personnel et aux visiteurs, mais non aux résidents eux-mêmes. Ceux-ci peuvent faire un signalement, mais ne sont pas légalement obligés de signaler ce qu'ils subissent ou ce qu'ils observent chez un autre résident. Prévention de la maltraitance des aînés Ontario et le Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés offrent d'excellentes ressources pour déterminer si vous avez une obligation de signalement et connaître la marche à suivre. Nous avons le temps pour une dernière question qui s'adresse encore une fois à Laura. Lorsque vous avez une avocate dans la salle, il faut en profiter pour poser toutes vos questions. Lorsqu'une personne âgée n'est plus capable de prendre seule des décisions financières, comment peut-on l'aider à établir une procuration relative aux biens? Si elle n'est plus capable d'en établir une, quelles autres options permettent d'assurer la gestion de ses affaires financières? Cette question reconnaît le lien étroit entre les finances, la santé et le bien-être. Nous aimons parfois imaginer que l'argent et les biens se trouvent d'un côté et la santé et le bien-être de l'autre. Pourtant, les ressources financières influencent directement la santé et l'accès aux soins. Presque toutes les questions de santé comportent donc une dimension financière. J'ai récemment vécu un problème de santé qui exigeait l'achat de matériel médical. La personne détenant ma procuration relative aux biens a dû s'en charger puisque j'étais à l'hôpital. Je ne pouvais pas obtenir mon congé sans ce matériel, mais je ne pouvais pas aller l'acheter moi-même. Cet exemple montre pourquoi il est si important de comprendre à la fois les décisions relatives aux soins de la personne et celles concernant les biens. Si une personne n'est plus mentalement capable de comprendre et d'évaluer les renseignements nécessaires pour établir une procuration relative aux biens, elle ne peut plus signaler directement ce document. Cela peut sembler évident, mais au chevet d'un proche, dans une situation émotive et urgente, une famille peut se demander comment lui faire signer une procuration. Une fois la capacité nécessaire perdue,
Il est trop tard pour établir le document qui aurait désigné la personne appelée à gérer les biens en cas d'incapacité. Contrairement aux décisions relatives aux soins de la personne, il n'existe pas de liste hiérarchique par défaut de mandataires spéciaux pour les décisions financières. Lorsqu'aucune procuration perpétuelle relative aux biens n'a été établie avant l'incapacité, le tuteur et curateur public peut devoir intervenir. La copropriété peut toutefois permettre à l'autre propriétaire de prendre certaines décisions. Par exemple, si je possède une voiture conjointement avec mon mari et que je deviens incapable, il peut prendre les décisions concernant ce bien. Certains comptes financiers peuvent aussi prévoir un pouvoir limité permettant à une personne d'effectuer des opérations jusqu'à un certain montant sans lui accorder une procuration générale. En l'absence de telles dispositions, le tuteur et curateur public peut intervenir et tenter de trouver une personne qui agira comme tuteur légal au bien. Je vais devoir vous interrompre, même si tous ces renseignements juridiques gratuits sont extrêmement utiles. Nous arrivons à la fin de la séance. Je vous remercie toutes et tous de vos observations et de vos perspectives. Cette discussion aide les personnes inscrites à mieux comprendre les réalités du terrain, les exigences juridiques, les services de soutien quotidien et l'importance de travailler en équipe tout en gardant le client au centre des décisions. Ceci met fin à notre séance. La prochaine séance de formation commencera à 15 heures. Vous pourrez accéder à les diffusions en direct sous l'onglet Séance. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui.